Un obstacle majeur en pleine guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est sa relation avec Vladimir Poutine, quoi qu'elle en dise. La réalité, c'est que j'ai toujours défendu, je crois, une vision gaullienne de la France et de la diplomatie française. C'est-à-dire l'indépendance, l'équidistance et la constance. Vrai ou faux, depuis le début de la campagne, la candidate du RN tente de faire oublier des années de lobbying pro-russe et son financement par de l'argent russe dès le début de la guerre en Ukraine. Elle a donc pris ses distances avec Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a tort. Il a tort. Il a franchi la ligne rouge. Condamnation sans réserve donc, sauf qu'elle n'a pas toujours été aussi ferme sur Vladimir Poutine. Marine. Oui, bien au contraire, Mathieu, parce que dès son arrivée à la tête du Front National en 2011, Marine Le Pen a fait du soutien au Kremlin la politique officielle du Front National, et puis elle a multiplié les déclarations pro-Poutine. 3 exemples rapidement. En octobre 2011, elle vient d'être à la tête du Front National depuis quelques mois, et puis dans le journal russe Commerçant, elle explique que la crise donne la possibilité de tourner le dos aux États-Unis et de se tourner vers la Russie, et elle affirme même qu'elle admire un peu Vladimir Poutine. Dès 2011, elle prépare un grand voyage en Russie qui aura lieu 2 ans plus tard, en juin 2013, un voyage de 10 jours, pendant lequel non seulement elle est reçue à haut niveau, d'abord par le vice-premier ministre russe, ensuite par le président de la Douma, qui est le Parlement russe, mais surtout elle se rend en Crimée, moins d'1 an avant son annexion par la Russie, et là-bas elle va participer à une soirée où elle pose avec une casquette militaire soviétique qui lui a été offerte, voilà, on voit à l'écran. Voilà, photo avec la casquette militaire soviétique, ce qui n'est pas tout à fait banal quand même, vu l'histoire du Front National. Alors, on a contacté Marine Le Pen, elle nous dit qu'il ne faut pas y voir un autre sens que le côté folklorique, et puis que c'est un clin d'œil au fait que justement le Front National a toujours lutté depuis son origine contre le pouvoir soviétique, mais c'est quand même pas anodin, puisque sur cette photo, on est quelques mois avant l'annexion de la Crimée par la Russie, qui a eu lieu en mars 2014. Et alors, Marine Le Pen, avec la casquette soviétique ou pas, n'est pas la seule à afficher cette proximité avec le régime de Vladimir Poutine, parce que son entourage, c'est aussi le cas. Oui, plusieurs de ses proches ou conseillers. On peut citer Emmanuel Leroy, qui a été pendant longtemps sa plume, Frédéric Chatillon, son vieil ami et prestataire du RN, Aymeric Choprade, son conseiller international, mais aussi sa nièce, Marion Maréchal, qui a été reçue par le vice-président de la Douma. Et elle vantait l'action de Vladimir Poutine sur la chaîne Pro-Russia TV. Parce que comme Marine Le Pen, vous avez une certaine admiration pour Vladimir Poutine. J'ai une certaine admiration, c'est vrai, parce que c'est un homme, faut pas oublier quand même, qui a récupéré un pays qui a souffert de dizaines et de dizaines d'années de souffrances terribles. Il a redonné la fierté à son peuple, il a redonné le moral à son peuple, qui aujourd'hui, je crois, a encore et a raison le sentiment d'être un grand peuple. Et j'avoue que pour ça, je l'admire et je l'envie. Alors le tropisme russe, il faut bien le préciser, du Front National n'est pas nouveau. Dès les années 60, Jean-Marie Le Pen a noué des liens avec les ultra-nationalistes russes. Et puis dans les années 90, il s'est rendu en Russie et il a appelé à fédérer toutes les forces patriotiques de l'Atlantique à l'Oural. Marine Le Pen, elle se rapproche des cercles du pouvoir, des cercles poutiniens, avec un lobbying intensifié au moment de la crise russo-ukrainienne en 2014-2015. Et alors, ce qu'il faut bien comprendre, Marine, c'est que cette accélération du lobbying pro-russe, à ce moment-là, c'est pas du tout anodin. Oui, parce qu'en 2014, le Front National va décrocher 2 prêts russes, 9 millions d'euros pour le Front National d'une banque tchéco-russe et 2 millions d'euros pour Cotelec, le micro-parti de Jean-Marie Le Pen qui alimente justement les campagnes frontistes. Mais ces financements, il faut préciser qu'ils se sont accompagnés de rencontres secrètes avec 2 hommes qui ont joué un rôle décisif dans ces prêts. Le premier, c'est l'oligarque russe Konstantin Malofeyev, qui est visé par les sanctions occidentales depuis 2014 et puis les sanctions britanniques plus récemment depuis le mois de mars. On voit l'image là, c'est quoi ce qu'on voit? On le voit ici. On voit ici Jean-Marie Le Pen et sa femme Jeannie Le Pen, juste en bas de l'immeuble du fonds d'investissement Marshall Capital de Konstantin Malofeyev à Moscou. C'était en octobre 2014. Et puis l'autre, c'est Alexandre Babakov, qui est un sénateur et un conseiller de Poutine à l'époque. Alors forcément, la question qui se pose et qui est particulièrement actuelle aujourd'hui, c'est les emprunts russes ont-ils influé sur la ligne
politique du parti par rapport à la Russie. Alors on a questionné Marine Le Pen, elle qui pendant des années ne nous répondait pas et surtout pas sur ce sujet-là, eh bien elle a répondu à certaines de nos questions, c'est une première, elle dément toute contrepartie, elle répète que c'est l'absence des banques françaises qui l'a contrainte à aller chercher des financements à l'étranger et que d'ailleurs pour cette élection présidentielle, elle a obtenu à nouveau un prêt étranger, il vient de Hongrie, 10,7 millions d'euros, donc ça s'est reproduit pour cette campagne de 2022. Alors sur la reconnaissance de la Crimée, par exemple, Marine Le Pen nous explique qu'elle s'inscrit là dans une lecture historique et juridique. On va voir ce qu'elle t'a répondu. Le référendum organisé sur place a donné une très large approbation au rattachement de la Crimée à la Russie, illustrant le concept de droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et alors sur les visites dans le Donbass, en Crimée, en Russie, des cadres de son parti, Marine Le Pen nous affirme que c'est dans le cadre de leur mandat européen de député européen et pas sur instruction du Rassemblement national qu'ils s'y sont rendus. Et puis s'agissant des rencontres qu'elle a pu avoir avec les deux hommes d'affaires Babakov et Malofeyev qu'on évoquait à l'instant, elle parle de simples rencontres politiques. Alors, sauf que ces financements russes, ils ont eu des effets concrets sur certaines déclarations et sur certains voyages de cadres du Rassemblement national. Oui, en tout cas, le timing de tout ça interroge, puisque un mois après l'obtention des 9 millions d'euros en 2014, l'intermédiaire du prêt, l'eurodéputé Jean-Luc Schaffhauser, se rend 2 fois au Donbass. Et la première fois, il est accompagné en toute discrétion de Nicolas Lesage, qui va devenir le directeur de cabinet de Marine Le Pen. On avait questionné en 2016 un proche de Marine Le Pen, son conseiller international Aymeric Choprade, et il nous affirmait, lui, que ce voyage dans le Donbass, c'était une contrepartie, puisqu'aller dans le Donbass, ça marquait un soutien fort à la Russie, je le cite. Et puis tout l'état-major du Rassemblement national était au courant de ce voyage, Louis Alliot, le vice-président du parti, et puis Marine Le Pen elle-même, selon Jean-Luc Schaffhauser. Alors, autre exemple, des SMS du Kremlin, où il est question de remercier clairement Marine Le Pen de son soutien sur la Crimée. Alors, ce sont des SMS révélés par des hackers russes. Ils remontent à mars 2014. On est au moment du référendum sur l'annexion de la Crimée. 2 Russes échangent. Le chef adjoint du département de politique du Kremlin, quand même, Timur Prokopenko, et puis un blogueur très influent pro-Poutine qui s'appelle Konstantin Rykov. Prokopenko demande dans ses SMS à Rykov s'il peut faire venir Marine Le Pen en Crimée comme observatrice du référendum, ou bien l'un de ses adjoints, il lui dit on en a extrêmement besoin, il insiste, et Rykov lui annonce que Marine Le Pen va prochainement, très rapidement, prendre officiellement position sur la Crimée. Et effectivement, le 17 mars, Marine Le Pen affirme, elle est en déplacement dans le Gard à ce moment-là, pendant les municipales, elle affirme que les résultats sont, je cite, sans contestation possible. Dans le même temps, son conseiller international, Aymeric Choprade, se rend à titre personnel en Crimée. Il y va comme observateur du référendum à l'invitation d'une ONG pro-russe. Alors, dans la suite de ces SMS, il est question très clairement de financement. Et l'échange, on va voir, se finit sur ces mots. 15h49, Marine Le Pen a officiellement reconnu les résultats du référendum en Crimée, point d'exclamation. 15h51, elle n'a pas trahi nos attentes, avec un smiley. 15h57, il faudra d'une manière ou d'une autre remercier les Français, c'est important. Dernier exemple, Marine, les éléments de langage dictés par les contacts russes de Jean-Luc Schaffhauser. Oui, on a récupéré des échanges de mails dans lesquels un des contacts russes de Schaffhauser transmet, je cite, un exemple de déclaration sur la situation en Ukraine que pourrait faire Marine Le Pen ou son parti. Et on va voir que Schaffhauser le transmet par mail à son collaborateur en écrivant ceci. Marine est prête à envoyer un communiqué à Reuters. Il faut lui en préparer qu'elle finalisera et m'en donner copie. Alors Marine Le Pen, on l'a questionnée, elle nous a assuré n'avoir jamais fait aucun communiqué de ce type. En tout cas, Jean-Luc Schaffhauser, lui, il a repris mot pour mot les proposition du communiqué transmis par les Russes après l'avoir envoyé à Marine Le Pen et son conseiller aux affaires européennes pour validation. On l'écoute. Proposons immédiatement un véritable cessez-le-feu, mettons des observateurs de l'OSCE et des forces d'interposition, comme le propose d'ailleurs la Russie. Soutenons en Ukraine une constitution fédérale avec un statut spécial pour les régions de l'Est. Bref, soutenons la paix. Alors après cette intervention, Jean-Luc Schaffhauser a aussi donné des gages à son autre contact russe en lui envoyant tout simplement son intervention par mail et en l'assurant qu'elle allait très vite être en lien sur le site du Parlement et puis sur les réseaux sociaux. Ah oui, et on voit là cette intervention
en effet le mail qu'il a envoyé, Marine. Et aujourd'hui, on peut nuancer la prise de distance de Marine Le Pen avec Poutine, puisque la candidate du RN a affirmé sur France 2 il y a quelques jours que si la guerre prenait fin, Poutine, pas la Russie, hein, Poutine lui-même, pourrait bien entendu redevenir un allié de l'Occident, là où d'autres comme Joe Biden qualifient Poutine de criminel de guerre. Alors voilà, pour la Russie, gros volet, mais volet important vu le contexte en effet international.